C'est bon, c'est Oui, réglé. oui, c'est Le réglé. tableau, vous avez le risque attribuable. Le risque attribuable, c'est la part du risque. En fait, compte, c'est quoi la part du risque? On a vu qu'une partie cette étude, vous trouvez 80% de risque relatif. Et vous trouvez chez les fumeurs, par exemple, je prends le risque relatif chez les fumeurs, je calcule, je trouve 80%. Et je trouve chez les non-fumeurs, j'ai 20%. Donc, je suppose que parmi les 80% de fumeurs, il y a 20% qui l'ont fait, non pas à cause du facteur tabac, mais à cause d'autres facteurs. Donc, 80 moins 60, 80 moins 20 égale 60%. Les 60%, c'est la part du risque. C'est ce qui revient, c'est la part qui revient au facteur tabac et non aux autres facteurs. OK? Vous suivez? Oui, non. Oui, oui. Chauffe. Non, monsieur. Vous avez calculé, chauffe. Vous avez calculé Non, monsieur. le taux chez l'exposé. Chauffe. Le cancer du poumon, par exemple. Vous calculez le taux chez les exposés. C'est-à-dire les fumeurs. Vous trouvez 80%. Chez les non-fumeurs, vous trouvez 20%. Le risque attribuable est égal au taux chez les exposés moins le taux chez les non-exposés. C'est-à-dire 80% moins 20% égale 60%. C'est les 60%, ils représentent la part du risque affecté, c'est le risque relié au facteur tabac et non pas aux autres facteurs. Parce que 20% des gens qui ont fait le cancer du poumon et pourtant ne sont pas des fumeurs. Excès de risque. Hein, c'est le risque, c'est le cours, la différence du risque, ou bien c'est le risque attribuable. Attribuable. C'est mieux que l'excès de risque. L'excès de risque, c'est un mot similaire. Par contre, lorsqu'on dit le risque attribuable, c'est la partie qu'on attribue au risque. Facteur étudié. D'accord. Puis vous avez. J'accélère parce que je n'ai pas le temps et ça va couper. Plus la fraction étiologique du risque. C'est le risque attribuable sur le taux chez les exposés multiplié par 100. On le verra dans l'exercice lorsqu'à la rentrée. Donc, le risque attribuable, la fraction étiologique du risque, c'est le risque attribuable sur le taux chez les exposés multiplié par 100. Vous avez pris la formule. La fraction étiologique du risque, FER, est égale au risque attribuable divisé par le taux chez les exposés multiplié par 100. Vous allez trouver un pourcentage. Là, c'est lorsque, par exemple, vous trouvez 40%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si je fais un plan de lutte contre le tabac, je vais diminuer le cancer du poumon de 40%. Oui. C'est-à-dire c'est un indicateur qu'on utilise pour la prévention. Lui est le risque attribuable. Par contre, le risque relatif, il me permet de faire la causalité. Vous avez en face de vous maintenant. Je vais passer très rapidement en matière de causalité. D'accord? Vous suivez? Vous suivez? Oui. Chef, Oui. pour déterminer une relation causale, pour déterminer quelles sont les enquêtes qu'on va utiliser. Corps. Comme les enquêtes analytiques, le début, les enquêtes, pour déterminer un facteur de risque, il faut utiliser des enquêtes analytiques, cohorte ou cas témoins. D'accord? Quelle est la différence entre un facteur de risque et un facteur causal? Un facteur de risque, c'est la probabilité de faire la maladie. Donc, par exemple, on dit le tabac, c'est un facteur de risque. Donc, lorsqu'il est présent, il augmente le risque de faire la maladie. C'est un facteur de risque. Par contre, un facteur causal, la modification de l'un entraîne la modification de l'autre. Par exemple, le coronavirus, il est causal de la maladie, par exemple, respiratoire, etc., etc. Donc, s'il n'est pas présent, on ne va pas trouver les symptômes. Donc, la modification de l'un entraîne la modification de l'autre. C'est ça un facteur causal.
Il y a cause à effet. On parle de facteur causal. Par contre, le reste, on parle de facteur de risque. C'est la probabilité, lorsqu'il est présent, ce facteur de risque augmente la probabilité de faire la maladie. Mais ce n'est pas à coup sûr. D'accord, Oléda? Vous suivez? Oui. Oui. Je suis obligé de... Oui. Donc, en matière de relation causale, en matière de raisonnement, vous avez là, ça c'est réel et causal, non causal, dû à l'existence d'un facteur annexe contrôlé, début ou de confusion dû à variation aléatoire. C'est-à-dire, lorsqu'il y a une relation, ce n'est pas tout le temps Causal. Réel et causal, c'est-à-dire c'est l'idéal. Réel et causal. La modification de l'un entraîne la modification de l'autre. Réelle et non causale. Elle est présente, mais elle n'est pas causale. Je vais vous donner un exemple pour se synthétiser de manière générale. Elle peut être due à un troisième facteur, un billet, un facteur des facteurs. Sauf, il y a la syphilis dans le temps, il n'y avait pas un antibiotique. On traitait la syphilis avec un médicament, parfois intraveineux. Suivez avec moi, parce que je n'ai pas les moyens de vous montrer, mais l'essentiel. On traitait la syphilis par un produit qu'on appelait le néosalvarsan. Et on a constaté, par voie intraveineuse, on a constaté l'ictère chez les syphilitiques traités par ce médicament à un certain moment. Donc, on a pensé que le médicament est hépatotoxique. On a remplacé le médicament. Lorsqu'on a remplacé le médicament par un autre médicament, on observait toujours les lictères parmi la population. Donc, la modification de l'un n'a pas entraîné la modification de l'autre. D'accord? Maintenant, secondairement, on a pensé que les aiguilles sont contaminées. Et donc, on a commencé à augmenter la stérilisation des aiguilles. Lorsqu'on a augmenté la stérilisation des aiguilles, il y a diminution de l'ictère chez les syphilitiques traités par le médicament, néosalvarsan. En fin de compte, la modification de l'un a entraîné la modification de l'autre, c'est-à-dire l'augmentation de la stérilisation, la durée de stérilisation des aiguilles a augmenté. Allô, vous m'entendez? Oui. J'accélère parce que ça va se terminer. A entraîné la diminution de l'ictère. Donc, la modification de l'un a entraîné la modification de l'autre. Là, il y a un facteur intermédiaire. C'est le facteur intermédiaire, c'est les aiguilles contaminées. En fait, quand ce n'était pas le médicament qui était hépatotoxique, et pourtant, si on fait le calcul statistique, on va trouver qu'il existe une relation. C'est-à-dire il existe une relation réelle, et pourtant, elle n'est pas causale. Dans le premier temps, elle est réelle. Lorsque je fais mes calculs statistiques, je trouve qu'il existe une relation entre le médicament, la toxicité du médicament et l'ictère. Mais lorsque je fais des calculs statistiques, je ne trouve pas de différence significative. Par contre, lorsque j'ai changé, en fin de compte, je trouve, donc il y a un facteur intermédiaire. Ce qu'on appelle le facteur intermédiaire, ou bien ça peut être un facteur de confusion. D'accord? Donc, on ne peut conclure à l'existence d'une corrélation qu'après avoir éliminé l'éventualité, afin d'éliminer le troisième instant. D'accord. Le contrôle, il faut soit utiliser un protocole d'étude qui permet d'éviter les biais provenant des facteurs extérieurs, soit contrôler les facteurs de confusion. Là, c'est-à-dire qu'il faut respecter les règles élémentaires de base d'un protocole pour éliminer les biais. Et contrôler les facteurs de confusion, par exemple, si je constate que l'âge, par exemple, est un facteur de confusion. Vous comprenez? Vous suivez? C'est-à-dire, vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui. Oui, docteur. Un facteur de confusion, c'est un facteur qui est relié à la fois au facteur étudié et au phénomène étudié et à la population étudiée. Par exemple, la mortalité. La mortalité et l'âge. L'âge est un facteur de confusion. Parce que, voilà, par exemple, les 70 ans et plus, la mortalité, si je la trouve élevée, je peux dire qu'elle est due au facteur maladie, comme elle peut être due au facteur l'âge. Donc, c'est un facteur de confusion. C'est pourquoi, lorsque je fais l'analyse de la maladie, j'essaie de standardiser, c'est-à-dire d'analyser la maladie en fonction des tranches d'âge. Parce que si je prends l'âge de manière globale, bien sûr, l'âge aussi, c'est un facteur de risque de la mortalité. On peut mourir par l'âge. 90 ans, 98 ans, on meurt à cause de l'âge et non pas à cause de la maladie. D'accord?
Et donc, c'est quoi un billet? Hein? Vous lisez les billets de sélection, etc. C'est connu, les billets de mesure. Un billet de mesure, c'est-à-dire, par exemple, un billet de mesure, vous prenez, par exemple, vous prenez de l'alcool, combien de verres? Vous dites 3 verres, vous dites 4 verres. En fait, quand c'est un billet de mesure, parce qu'un verre, ça veut dire quoi? Est-ce qu'un verre à aller, un verre à pied, un verre pour thé, un gobelet, un verre pour limonade? Donc, je ne peux pas mesurer. C'est un billet de mesure. Il faut me dire combien de cc je prends. Je prends un demi-litre, un quart de litre par jour, etc. Donc, là, c'est vous avez compris le facteur de confusion. J'ai donné l'exemple de l'âge. Maintenant, la signification statistique, je vais terminer avec ça. La signification statistique, c'est avant de se prononcer sur le tableau que je vous ai donné, l'autre ratio, etc. Lorsque j'observe ces informations, avant de conclure, je suis obligé de calculer la signification statistique. La signification statistique, vous, en tant qu'étudiant, il faut savoir qu'on ne peut pas se prononcer si on n'a pas si on n'a pas calculé la signification statistique. Il faut d'abord calculer la signification statistique. Si je trouve l'alpha inférieur ou égal à 5%, je peux me prononcer. Si je trouve mon alpha supérieur à 5%, je ne peux pas me prononcer. D'accord? Je vous le ferai avec un petit exercice par la suite. Si alpha est inférieur ou égal à 5%, il existe une différence significative. Si alpha est supérieur à 5%, la différence significative n'existe pas. Maintenant, sur le plan statistique, il y a des logiciels. J'introduis mes données, il me donne les résultats. On le verra lors des TD, parce que lors de votre rentrée universitaire, on fera uniquement des TD. Les cours sont faits. Vous reprenez vos cours et vous pouvez poser des questions. D'accord? Vous suivez? Oui. Oui. Maintenant, la signification... Monsieur, je n'ai pas compris la signification statique. Statistique. Que signifie alpha? Les tableaux, la tête comme le voulez, les tableaux, par exemple, comment faire le calcul de l'os ratio. Voilà le calcul, comment faire les tableaux, faire les données, comment faire le risque relatif. Oui. Pour dire qu'il existe des relations statistiques, pour dire que le risque relatif est valable, il faut d'abord appliquer un test statistique. Donc, avec les données, il y a des logiciels que je vais faire introduire avec le tableau, avec un calcul, par exemple, les qualités qualitatives. Qualitative, il y a la présence de la maladie, l'absence de la maladie. C'est qualitatif. Quantitatif, c'est le cholestérol, c'est le dosage de la glycémie, 1,42. Donc, c'est quantitatif. Donc, qualitatif, 5,2. Avec le tableau, et je lui dis de me faire le calcul statistique. Est-ce qu'il existe une signification statistique significative ou non? Il va faire le calcul. Lorsqu'il me fait le calcul, en fonction des résultats, alpha inférieur ou égal à 5%. Je dis oui, ce que je dis est vrai sur le plan statistique, mais il peut ne pas être vrai, parce qu'on a vu, statistiquement c'est vrai, mais réellement c'est pas vrai. Par contre, si je trouve, c'est-à-dire le risque d'erreur, c'est ça, alpha inférieur ou égal à 5%, je dis je suis dans le vrai, mais je risque de me tromper dans 5%. Si l'alpha, je le trouve supérieur à 5%, il n'existe pas de différence statistique significative. Donc, ce que j'observe est rejeté. Je ne peux pas l'utiliser. OK? Je vais vous donner un autre exemple. Par exemple, les statistiques, on ne l'utilise pas uniquement en médecine, on l'utilise partout dans la science. Supposons qu'il y a un système de freinage pour les voitures, un nouveau système de freinage. Avant de le généraliser pour toutes les voitures, on prend un échantillon de voitures. Par exemple, on prend 10 voitures et on leur met le nouveau système de freinage. Et on les compare à un échantillon qui ne possède pas le même système de freinage. Et on essaye de voir les résultats. Si par la suite on trouve une signification statistique significative, on dit oui, on peut généraliser ce système de freinage à toutes les voitures. Sinon, si je trouve supérieur à 5%, je ne peux pas le généraliser. Vous suivez? Vous suivez? Oui. Pour terminer, Barca. Donc, la validité interne d'un test, la validité externe, c'est-à-dire un test, il doit être
Il n'y a pas uniquement les résultats d'un test. Il y a aussi la clinique qui intervient. Maintenant, il y a la clinique, il y a les examens biologiques, etc. Et il y a le contexte épidémiologique. Tous ces éléments, maintenant le coronavirus, on a le PCR qui est la clinique. Pour les cas suspects, par exemple, les cas avérés, c'est le PCR. Les suspects, quelqu'un qui était en contact sur le plan épidémiologique, etc., plus la biologie. Donc, on ne donne jamais les résultats. Par exemple, la maladie gênée, je lui demande une glycémie. Il m'apporte sa glycémie à 4 grammes par litre. Donc, on a un diabète ou non? Est-ce qu'il a un diabète ou non? Vous m'entendez? Vous suivez ou non? Oui. Est-ce qu'il a, vous lui dites, vous avez un diabète ou non? Il a 4 grammes par litre. Non. Dis-moi, je dis, 4 grammes par litre. Il n'y a pas de pollure, il n'y a pas de polydipsie, il est normal, classe. Donc, c'est une erreur de laboratoire. Vous voyez, en fait, Oui. c'est un tout. Par exemple, quelqu'un qui a une tuberculose, un enfant qui a une tuberculose, vous cherchez le BK, vous ne trouvez pas de BK positif, vous faites un cliché, vous trouvez un cliché normal, seulement il y a la clinique qui est parlante un peu, et son papa qui est décédé par une tuberculose multirésistante, et sa maman qui fait une tuberculose. Pourtant, je ne trouve pas de mycobacterium tuberculosis dans les crachats, le cliché est normal. Je vais le traiter comme tuberculose, parce qu'il y a le contexte épidémiologique. Alors, son papa est décédé, sa maman elle fait une tuberculose et lui il présente uniquement les symptômes cliniques. En fait, c'est pas la signification clinique et la signification statistique, c'est pas la même chose. On peut avoir une signification clinique statistique alors que la signification clinique elle n'existe pas parce qu'il y a un autre facteur. D'accord? Oui. Mais exactement, parce que ce sont des choses que je vais reprendre par la suite. Passons. Maintenant, les différents critères, les forces de l'association constante dans tous les lieux, spécificité, temporalité, dose effet, ce que je viens de parler. Par exemple, maintenant, quelqu'un qui vous parle, la facteur exposition. Je cherche est-ce qu'il y a il a été exposé ou non. Il me parle de la maladie. Je lui pose la question, la maladie, quand est-ce que ces symptômes sont apparus? Je constate que les symptômes sont apparus avant l'exposition. Hakim, j'étais malade de ces symptômes-là, je les portais depuis une année. J'ai commencé à travailler au niveau de l'ISINTEL depuis 2 mois. Est-ce qu'il y a une relation ou non? Non. Il n'y a pas de relation parce que c'est ça la temporalité. Il y a la force de l'association, le risque relatif de il y a la spécificité d'un seul facteur parmi de nombreux facteurs testés. C'est-à-dire, je ne suis pas obligé d'avoir tous les facteurs comme tout à l'heure. Mais comme la maman est tuberculeuse, elle a une tuberculose, son papa est décédé par tuberculose, il a uniquement la clinique et le contexte épidémiologique. Ça n'a ni comment dirais-je, ni BBK positif dans le crachat, ni cliché positif. Mais je le traite comme tuberculose. D'accord? Les critères de Hill. Mais vous n'êtes pas obligé d'avoir tous ces critères. 1 ou 2 critères suffisent pour dire qu'il y a une relation ou non. D'accord? OK. Donc, je termine maintenant mon cours. Et en principe, vous avez un autre cours à 11 heures, je sais, en principe. C'est concernant la surveillance épidémiologique et l'épidémiologie descriptive. Vous avez des questions ou non? Vous m'entendez? Vous m'entendez ou non? Oui. Vous comprenez ou là? Oui, oui, oui. Vous comprenez? Non. Monsieur, j'ai pas compris Oui. Qu'est-ce que tu n'as pas compris, ma fille? Je peux reprendre sans problème. la signification clinique et la signification statistique. Signification statistique, signification statistique, je le démontre statistiquement. Les statistiques, je peux avoir une différence statistique, mais réellement, ce n'est pas le cas. Parce que peut-être que je vais expliquer. Peut-être que l'exemple là,
le néosalvarsan a des syphilitiques. On a pensé que le médicament chez les syphilitiques qui donne l'hépatite, l'ictère, pardon, qui donne l'ictère. Lorsqu'on a fait l'étude, en faisant les calculs statistiques, on constate que le médicament est hépatotoxique. Par contre, lorsqu'on fait l'expérience, lorsqu'on a changé le médicament par un autre médicament, on a constaté toujours la présence d'ictère. Donc, en fait, la modification de l'un n'a pas entraîné la modification de l'autre. Et pourtant, il y a une différence statistique significative. Parce que en fin de compte, ce n'est pas le médicament qui est hépatotoxique. Oui, la deuxième étape. Au lieu, ils ont laissé le médicament. Par contre, ils ont augmenté la durée de stérilisation des aiguilles. En augmentant la stérilisation des aiguilles, ils ont constaté une diminution de l'ictère chez les syphilitiques. En fin de compte, c'est le facteur stérilisation, ce sont les aiguilles contaminées et non pas le médicament qui est hépatotoxique. Donc, en faisant les calculs statistiques, ils vont trouver une différence significative et en faisant l'expérience, ils vont trouver la modification de l'un entraîne la modification de l'autre. Et à ce moment-là, ils se sont rendus compte que c'était avant la découverte de l'hépatite B, pardon. Et en fait, c'était un problème d'hépatite chez les syphilitiques parce que les aiguilles sont contaminées. Et à ce moment-là, ils ont augmenté la durée de stérilisation des aiguilles, de passer de 10 minutes en faisant bouillir les aiguilles à une demi-heure. OK, فهمتي ولا فهمتي شوية؟ Oui. Merci. Donc, je m'arrête à ce niveau. Donc, dans une demi-heure, en principe, voilà, dans 20 minutes, on va reprendre. Je vais faire un petit tour d'horizon. Donc, j'ai le cours de Dr Bashtarzi. Un petit tour d'horizon. La surveillance épidémiologique, on a l'épidémiologie descriptive, de manière générale. Allez, à bientôt, à tout à l'heure. Merci. Merci mes enfants. Allez, à tous. احشموا شويه وش لي ميساج هذوك اللي مكتوبين وينكم لي ميساج؟ عجب. J'ai pas vu de message انا كاش ما واش كاين ميساج ماهوش مشكل لا ما عجبكمش الحال قولوا لي je change de technique etc. si vous n'avez pas compris. Non, merci, merci, monsieur. Merci, docteur. De préférence, je préfère. C'est pas vous avez raison, c'est votre droit. La deuxième réunion هنا بعد. Oui. Quel cours, s'il vous plaît? La surveillance épidémiologique et l'épidémiologie descriptive de manière générale. Ah, d'accord, merci docteur. Merci docteur. Merci mes enfants.